Moi, je m'appelle Johan et je travaille à la Mission France d'Action contre la faim. Et la particularité, c'est que la Mission France, c'est la mission qui intervient en France, en Île-de-France et à Marseille. Et elle est assez récente puisqu'elle n'existe que depuis 2019. Et sur Marseille, on est vraiment présent depuis 2020. Le Covid a permis d'accélérer notre présence. Et à la sortie du Covid, on n'était plus dans une réponse à une grosse urgence sur le plan alimentaire. Et donc, on a surtout travaillé sur la mise en place de partenariats parce que la particularité de Marseille, c'est qu'il y a énormément d'associations qui étaient déjà sur place et qui faisaient déjà des choses. Et donc, on a plutôt travaillé sur accompagner les associations à se transformer, à mieux repenser leurs dispositifs. Sur l'alimentation, il y a des dizaines et des dizaines d'associations et on ne les connaît pas toutes parce qu'il y a un réseau ultra dense et en plus il y a un manque de coordination à Marseille, c'est-à-dire que les associations se sont développées un peu chacune de leur côté parce que les pouvoirs publics ne se sont pas saisis de la question. Et si on fait le comparatif avec Paris, là-bas, les institutions travaillent beaucoup plus à la coordination des associations et donc les associations agissent de manière plus concertée qu'à Marseille. Donc, mais c'est important que vous compreniez ce que c'est que la sécurité alimentaire. Parce qu'en fait, on a tendance à penser dans l'aide alimentaire, c'est des gens qui ont rien à manger et on va leur faire des distributions de la nourriture. Mais il faut se poser la question de pourquoi est-ce que les personnes n'ont rien à manger. Et la première option qu'il va y avoir, ça va être la disponibilité des aliments. C'est-à-dire, est-ce que sur le lieu où ils se trouvent, il y a des aliments disponibles à la consommation. Mais il y a une deuxième option pour laquelle on ne peut pas s'alimenter, ça va être l'accès. Est-ce que une personne est capable d'aller s'acheter des aliments sur le marché? Et donc ça, dans tout un tas de contextes où il va y avoir des grosses difficultés d'alimentation, pour autant, il y a des cultures, il y a des aliments disponibles à la vente, suffisamment pour tout le monde, mais il y a des gens qui n'ont pas les sous ou qui n'ont pas le droit, pour des raisons politiques, sociales, d'aller s'approvisionner. Et donc, ils sont en insécurité alimentaire. Pour autant, quand on a assuré l'accès et la disponibilité, on n'a pas réglé le problème de la sécurité alimentaire. Parce qu'il y a la question de l'utilisation. Il faut que les personnes sachent cuisiner, et les équipements de cuisine aussi pour le faire. Et le dernier sujet qui est transversal, c'est la stabilité. Si on ne peut pas dire que la sécurité alimentaire, elle va être assurée tout le temps, eh ben, il n'y a pas de sécurité alimentaire réelle. En France, on n'est pas dans une situation où, globalement, sur un endroit, il va y avoir de l'insécurité alimentaire. Par contre, on va trouver des personnes, des groupes sociaux à l'intérieur qui vont être en insécurité alimentaire. Ça a peut-être pu être le cas, notamment dans les quartiers nord de Marseille, au moment du Covid, où vraiment, là, il y avait une... Et comme la sécurité alimentaire, c'est un problème, mais c'est un problème qui n'est pas aussi généralisé que dans certains autres secteurs d'intervention, on travaille sur ce qu'on appelle le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation, c'est pas le droit d'être nourri, c'est le droit d'être nourri dignement et de façon suffisante, saine et durable. Suffisante, c'est suffisamment de calories, non seulement les calories, mais aussi tout l'équilibre alimentaire, voilà, qui va permettre d'être en bonne santé. Une nourriture saine, c'est-à-dire une nourriture voilà, qui ne va pas nous empoisonner en même temps, qui permettent aussi de rémunérer suffisamment les producteurs pour pas que les producteurs se retrouvent eux aussi en insécurité alimentaire, comme c'est souvent le cas. Et dignement, ça veut dire qu'ils respectent la dignité humaine. Donc, que ce soit pas, par exemple, les rebuts, les restes de ce que les riches n'ont pas consommé, que ce soit quelque chose voilà, qui soit organisé dans une manière qui permette à tout le monde de recevoir dans des conditions calmes, de ne pas avoir à se battre constamment pour obtenir un tout petit peu à manger. Et donc, en la Mission France, on travaille là-dessus et on a notamment été incité des députés à déposer une proposition de résolution à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un texte qui, s'il est voté, en fait, il dira il faut que la France travaille au droit à l'alimentation. Ce n'est pas une loi, c'est en dessous, c'est juste pour dire l'Assemblée nationale demande à ce qu'on travaille sur cette question. Je vais vous parler de ce qu'on peut faire comme projet. Et donc, par exemple, là, il y a une photo, Disco Soupe du Dada.
Le DADA, c'est ce dont je vous ai parlé juste avant, c'est le dispositif Alimenter d'abord. Le dispositif Alimenter d'abord, c'est un collectif de 16 structures qui s'est réuni pour travailler sur la question de l'alimentation dans les hôtels du 115. On s'est rendu compte que la situation alimentaire n'était pas du tout prise en compte lorsqu'on mettait ces gens à l'abri en hôtel. Et donc, il y a un collectif d'associations qui s'est mis ensemble pour faire des distributions. Et nous, ce qu'on fait dans ce cadre-là, on est allé interroger les bénéficiaires des colis alimentaires, les gens qui étaient dans les hôtels, pour leur demander quels étaient leurs besoins. Et ça paraît un peu évident, mais souvent les associations sur le terrain n'ont pas le temps de le faire. Nous, on a l'habitude de faire des enquêtes et on a ce temps. Une des choses qu'on a identifiées notamment, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient pouvoir cuisiner eux-mêmes leur nourriture, qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité de le faire en hôtel. Et donc, suite à cette enquête, il a pu y avoir la mise en place de cuisines collectives pour que les personnes puissent cuisiner elles-mêmes leurs repas de façon régulière, des choses qu'elles aiment. C'est aussi de la convivialité pour elles. Donc ça a permis oui, d'améliorer de ce point de vue-là, de permettre aux personnes de cuisiner leur propre repas au lieu d'en recevoir d'étouffés qui se ressemblent d'un jour à l'autre. Le marché de la Viste, là c'est différent parce que c'est une autre équipe qui porte le projet, c'est-à-dire c'est pas. Alors j'ai travaillé sur ce projet quand j'étais en stage, mais maintenant j'y travaille plus. C'est là pour le coup, des fois, on va davantage mettre en place des projets nous-mêmes, même si on travaille toujours en partenariat avec d'autres acteurs qui sont déjà implantés. Et là, en l'occurrence, c'est un partenariat avec le Centre social d'El Rio, qui est du coup dans le quartier de la Viste, dans le 15e, et Graines de Soleil, qui est un producteur en chantier d'insertion. Et donc, on a travaillé avec eux pour mettre en place un marché de produits bio à la Viste. Pourquoi on a fait ça? C'est dit, on va mettre en place un marché bio, on va montrer qu'il n'y a pas besoin de capital culturel pour manger bio. En fait, les fruits et les légumes, bio, pas bio, ça se prépare de la même manière. Et les fruits et légumes bio produits localement qui ne sont pas transportés dans des camions réfrigérés, en fait, ils ont meilleur goût. Et donc, on va permettre aux gens qui n'en ont pas l'habitude de découvrir et de ne pas, en fait, pas avoir peur du bio. Donc, on va lutter contre ce problème de capital culturel. Et on va aussi lutter contre ce problème de capital économique parce que sur ce marché, il y a une réduction qui est proposée à tous les habitants qui viennent du quartier. Ils peuvent payer moins 25%. Et en fait, en payant moins 25%, ça veut dire que les produits, les melons bio qui vont être vendus sur ce marché, ils vont être à peu près au même prix que les melons pas bio. Mais l'idée, c'était vraiment de ne pas faire un dispositif d'aide alimentaire, de vraiment faire un marché où les gens, en fait, vont pouvoir tester le bio. Mais ce qu'on veut montrer, c'est que l'alimentation de qualité n'est pas réservée aux riches et que les personnes, quand on leur donne la possibilité d'avoir une alimentation de qualité, elles le font. Parce qu'on entend des fois le discours comme quoi les gens ne veulent pas d'une alimentation de qualité. Et en fait, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est faux. Et puis, on veut montrer l'impact que ça peut avoir derrière sur leur santé, sur la vie sociale que ça peut créer un marché aussi, de participer à la gouvernance de ce marché, à déterminer comment il doit fonctionner, qui a le droit de vendre des produits ou pas, quels produits on va proposer. L'idée, c'est de donner de plus en plus de pouvoir aux habitants pour que ce soit les habitants qui puissent décider de ce qui va se passer sur ce marché. Il est le premier et troisième mardi du mois pour l'instant, et l'idée, c'est de pouvoir passer une fois par semaine d'ici la fin de l'année. Et j'ai une question. Est-ce que les dons faits par les entreprises, etc., enfin, le fait qu'elles font des dons, ça leur apporte certains bénéfices comme des réductions au niveau des impôts, etc. Action contre la faim, c'est une association du coup qui est reconnue d'utilité publique. Donc quand une personne donne, si elle donne 100 euros, elle peut déduire à 75% de la somme de ses impôts. Et les entreprises, je crois que c'est 60%. Et de la même manière, les entreprises qui donnent des produits alimentaires peuvent déduire ça de leurs impôts, qui peut poser problème parce que souvent les entreprises vont donner des invendus, donc des produits qui sont un peu en fin de vie, donc avec des dates de péremption très courtes. Ce qui fait que les associations vont recevoir des produits qui sont quasiment périmés, donc il va falloir distribuer très vite, ou dans le cas de fruits et légumes frais, par exemple, des produits qui souvent vont être abîmés, de mauvaise qualité, qui ont commencé à pourrir. Donc ça implique beaucoup de tri, ça implique beaucoup de déchets aussi, et ça suppose beaucoup de travail bénévole
pour faire ce travail de tri. Ça suppose aussi des déchets qui, au lieu d'être gérés par les entreprises, si elles les avaient jetés elles-mêmes, elles auraient dû payer pour la gestion de ces déchets-là. Là, comme c'est des associations, c'est les collectivités locales qui prennent en charge la gestion des déchets. Ouais. Vous essayez d'aider les gens à manger mieux, mais est-ce que toi, à titre personnel, tu manges bien? Alors moi, j'ai jamais eu de problème pour m'alimenter suffisamment. Et en revanche, depuis que je fais ce travail, je mange mieux, à manger davantage bio, à faire attention aussi à la rémunération des producteurs. Et on va dire, dans la gestion de mon budget, c'est quelque chose où je me suis dit, bah, je vais mettre plus d'argent là-dessus parce que c'est important. Mais c'est sûr que quand on parle de personnes en situation de précarité, c'est plus compliqué forcément de bien manger. Et c'est pour ça une des vigilances que j'ai dans le travail qu'on fait, où on essaye de beaucoup porter ce message les personnes en précarité ont aussi le droit de bien manger. Il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une injonction aux personnes en précarité de bien manger. Parce qu'il faut leur donner les moyens et pas leur dire qu'ils se comportent mal, en gros, et qu'elles devraient mieux manger. Parce que c'est vrai que si nous-mêmes, en ayant les moyens, des fois on ne fait pas attention, on ne va pas demander à des personnes qui n'ont pas les moyens de le faire. Et je vous ai parlé du fonds Mieux manger pour tous qui nous finance et qui finance d'autres associations pour aider à bien manger. Moi, un des reproches que je ferai à ce programme de financement, c'est que met la pression sur certaines associations pour être trop dans l'injonction à bien manger. Et par exemple, il a interdit à des associations de distribuer des pâtes à la farine blanche pour qu'elles distribuent seulement des pâtes à la farine complète, parce que c'est meilleur pour la santé. Mais moi, je trouve ça complètement ridicule. Les aliments que vous distribuez, est-ce qu'ils sont bio ou plutôt industriels? Parce que nous, on parle beaucoup de tous les aliments qui sont bio et industriels. Alors, nous, Action contre la faim, on ne distribue pas directement d'aliments, on travaille avec des partenaires qui le font, et ça dépend des partenaires. Aujourd'hui, si les associations distribuent que du bigot, le modèle ne tient pas. Donc il n'y a pas suffisamment de moyens pour acheter, il n'y a pas suffisamment de dons en bio pour le faire. Donc ça fonctionne pas. Astrid, Michel. Peut-être une autre question, dire on parle du bio, du pas bio. Il n'y a pas que ça dans ce qu'on va dire que c'est une alimentation de qualité. Il y a aussi le contenu de ce qu'on mange. On sait que les produits transformés, même bio, c'est moins bon pour la santé par rapport à des produits bruts. Il y a aussi l'aspect un peu social. Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est bien, le producteur est suffisamment rémunéré pour ce qu'il produit? L'aspect local, notamment, ça a un impact à la fois sur le système alimentaire qu'on veut mettre en place et sur l'impact carbone aussi, parce qu'il y a du bio. On peut trouver des bananes, des avocats bio qui viennent de l'autre bout de la planète, qui sont produits sans pesticides. C'est meilleur pour la santé. Par contre, c'est pas meilleur pour la planète parce qu'on les amène de l'autre bout du monde. Voilà, il y a d'autres enjeux que le bio à prendre en compte quand on veut dire alimentation de qualité. Hugo, qu'est-ce que toi, si tu devais proposer une piste, voilà, un changement, tu dirais quoi? Est-ce que tu aurais une idée? Une seule idée, hein, parce que sinon après, réalisable. Si je devais en choisir une, je dirais que la priorité, c'est la lutte contre la grande distribution. C'est un système où une poignée vraiment de familles, parce que je crois que c'est 4 familles qui contrôlent un pourcentage énorme de l'alimentation en France via la grande distribution. Une poignée de familles se fait énormément d'argent avec des logiques commerciales, alors que l'alimentation, pour moi, c'est un bien commun. L'alimentation, l'agriculture. On favorise les sociétés coopératives. Vous avez entendu parler du Super Cafouche à Marseille, qui est un supermarché coopératif. Donc en fait, c'est un supermarché, mais qui est possédé par les clients qui ont une part. Alors c'est compliqué, hein, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut payer 100 euros pour acheter une part du supermarché. Et en revanche, après, il faut donner du temps aussi. Mais par contre, les produits sont décidés, quels produits on achète, c'est les adhérents qui décident. Et les marges sont fixes, donc elles servent simplement à faire fonctionner le supermarché. Décrit là, Johan, c'est ce qu'on peut appeler les excès de l'orthorexie. Est-ce que c'est l'orthorexie? Non.
Allez, on décompose le Alors, orthorexie. Ortho, ça veut dire droit. Ouais, exactement, c'est-à-dire droit. Ortho, Érexie, anorexie, Quelqu'un Maladie. qui est c'est mec. le fait de manger. Manger. Ce que décrit Johan, c'est peut-être un excès, vous voyez. C'est l'excès d'orthorexie, comme tout excès, ça serait le fait de dire, voilà, les gens qui mangent pas, la farine complète, bio, tout ça, ils mangent mal, de les juger, vous voyez, de porter des jugements. Et le fait de faire attention, de mieux s'alimenter, c'est important, mais de pas être soit dans le paternalisme ou la condescendance, en disant, mais voilà, les pauvres. Mais Ilan voulait juste faire Non, c'était par sur rapport un à mot. vous, vous avez dit un mot, paternisme, c'est quoi? Paternalisme. Ah, C'est quoi le paternalisme? Pater, c'est papa. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une attitude paternaliste? Parce que vous avez dit genre paternalisme et condescendance après. Mais, Oui. parce C'est un que peu lié en condescendance- C'est général. lié. Paterne, Alors. c'est. Mais Hamza. C'est une descendance, non? Oui, mais condescendance, ça je sais. Descendance. Ah. C'est une descendance. Oui. Les descendances, bah, Ouais, alors Moi, je paradoxalement, une femme peut aussi avoir une attitude paternaliste sans qu'on dise maternaliste. En fait, c'est quand on traite un adulte comme on traite un enfant.